Alors dans cette vidéo, correction de votre travail de groupe concernant l'inéluctable évolution des génomes au sein des populations, avec donc les rappels de l'équilibre de Hardy-Weinberg, les facteurs qui empêchent d'atteindre l'équilibre et enfin la différenciation génétique qui amène aux nouvelles espèces. Rappel de l'équilibre. On a déjà complété ce tableau. Vous aviez donc des calculs à faire pour démontrer que la fréquence allélique n'évolue pas au fil des générations et je vous avais invité à faire ce calcul pour P'. On obtient donc P carré plus 1 demi que multiplie 2 fois PQ, ce qui donne P facteur de P plus Q. Or on sait que P plus Q égale 1, ce qui veut dire que P' égale P, c'est QFT, c'est-à-dire ce qu'il fallait démontrer. On peut refaire le même calcul pour Q', on obtiendra la même chose. On en déduit que les fréquences alléliques n'évoluent pas au fil des générations, comme nous le disent les conditions de Hardy-Weinberg. Alors on avait ensuite ce document, donc très simple, les fréquences P et Q pour lesquelles le nombre d'individus hétérozygotes est maximal. Donc les hétérozygotes, ce sont les génotypes grand A, petit a, c'est donc cette courbe bleue. Nombre maximal, il est donc ici, ce qui correspond à une fréquence de 0,5. Et pour cette fréquence donc de 0,5, on a P égale 0,5 et Q égale bien évidemment 0,5 également, puisque P plus Q égale 1. Concernant les groupes sanguins, vous aviez un tableau avec des effectifs et je vous avais invité à calculer les fréquences génotypiques réelles observées. Les voici. En déduire d'après la première les fréquences alléliques. Donc P va correspondre à la racine de 0,29 puisque P carré égale 0,29, ce qui fait donc 0,54. Pour A, la fréquence est de Q, c'est-à-dire A moins P, 0,46. Ce qui permet de calculer les fréquences calculées qui suivent la loi d'Hardy-Weinberg. On a donc Mn correspondant à 2PQ, alors 2 fois P 0,54 fois Q 0,46, ça donne 0,50, tout comme on l'a obtenu réellement. Et pour Q carré, 0,21 qui correspond à la fréquence réelle obtenue. Donc on est bien dans la loi s'applique. On vous demandait ensuite de compléter le tableau pour ces deux maladies. Donc la fréquence de l'allèle du génotype AA, bien elle est ici. Ça correspond à Q carré. Donc on va faire racine de 1 sur 2500, ce qui va donner 0,02. Donc P, c'est ce qui reste. Même calcul, 0, quasiment 1, il reste que 0,001 pour la fréquence de l'allèle dominant. Vérifiez par le calcul que l'équilibre de Hardy-Weinberg s'applique pour le cas de la mucoviscidose, c'est fait. Donc on a ici le graphique sur lequel on a positionné les trois maladies. L'une avec une fréquence de génotype homozygote pour l'allèle fonctionnel qui est très élevée, c'est la mucoviscidose. Une, c'est l'hypercholestérolémie, pour laquelle la fréquence est ici pour Q carré très forte, ou alors une où elle est relativement moyenne, mais dans tous les cas, l'équilibre est respecté, indépendamment de la fréquence P. Ce qui amène à la notion 49, dans les populations eucaryotes à reproduction sexuée, le modèle théorique de Hardy-Weinberg prévoit la stabilité des fréquences relatives des allèles dans une population. Ceci nous amène au deuxième point, les facteurs empêchant
d'atteindre l'équilibre avec les 2 activités 2 et 3 du livre. Tout d'abord, la sélection naturelle avec l'activité 2. On a ici donc les phalènes du boulot et on vous demande d'écrire les résultats de l'expérience et justifier que ces résultats illustrent un cas de sélection naturelle. On a donc tout d'abord une zone polluée, les phalènes de type typica, c'est-à-dire claires, sont plus visibles sur les troncs sombres. Elles vont donc être plus exposées aux prédateurs, donc on en a moins de recapturés. Alors il faut regarder les pourcentages, parce que vous voyez ici le nombre d'individus marqués relâchés avait été très différent dans les 2 formes. Donc bien évidemment on en a plus de recapturés ici, mais c'est bien les pourcentages qui vont nous donner des chiffres comparables. Donc cela explique le moindre effectif des recaptures. Inversement, les formes Carbonaria sont avantagées dans cet environnement car elles s'y camouflent mieux et donc sont moins visibles des prédateurs. Pour ce qui est de la zone boisée non polluée, sur des troncs clairs, les formes Carbonaria qui sont sombres sont plus exposées aux prédateurs, alors que les formes Typica sont avantagées, d'où les différences de pourcentage observées ici. On a donc bien une survie privilégiée des individus mieux adaptés à leur environnement. C'est la définition de la sélection naturelle. On vous demande ensuite, à partir de cet exemple, montrer que la survenue au hasard d'une mutation et la sélection naturelle participent aux écarts à l'équilibre de Hardy-Weinberg. On a l'allèle M qui est porté par les formes Carbonaria, qui est un allèle dominant issu d'une mutation, c'est relativement rare. Le petit M, lui, il est présent à l'état homozygote chez les formes Typica. On peut en déduire que la survenue au hasard d'une mutation a apporté un avantage ou un désavantage, suivant le cas, à l'individu qui la porte en fonction de l'environnement dans lequel il se trouve. La sélection naturelle, grâce à sa pression de prédation, va favoriser la survie des individus les mieux adaptés à leur environnement, qui pourront davantage transmettre leurs allèles à leur descendance. C'est ainsi que des allèles qui apportent un avantage sélectif aux individus se propagent dans les populations. Les fréquences alléliques ne sont pas alors constantes au fil des générations, ce qui veut dire qu'on n'est plus dans l'équilibre. La survenue au hasard de mutations, ainsi que la sélection naturelle, écartent donc de l'équilibre de Hardy-Weinberg. La troisième question vous demande de formuler quelques critiques au sujet de l'expérience. Eh bien, ces critiques sont indiquées dans votre livre, puisque on a mis les papillons noirs, on les a extraits de leur région polluée et transportés dans une région non polluée, donc on les stresse. Donc peut-être qu'ils sont morts non pas de prédation, mais à cause de ce stress. Ces expériences se sont étalées sur une durée de 7 jours. Les oiseaux ont pu avoir le temps de remarquer l'aubaine d'une région où on avait une nourriture abondante, et donc la pression de prédation peut changer à cause de cela. Il publie cette photo dans son étude. Or, les papillons n'étalent pas leurs ailes comme ça sur les troncs d'arbres et ont les ailes repliées, donc ça n'est pas significatif de l'expérience. Et enfin, la vision des oiseaux n'est pas la nôtre et ils voient notamment les UV. On devrait plutôt avoir une image en UV pour savoir ce qu'ils voient réellement. Autre exemple, celui des grenouilles qui émettent des tchuks pour attirer leurs femelles au moment de la reproduction. Ces animaux se sont habitués à un habitat urbain, dans des forêts ou des zones où il y a des arbres à proximité des villes, et on vous demande d'exploiter les résultats pour montrer l'existence d'une sélection sexuelle dans le choix des partenaires. Alors cette grenouille est minuscule, hein, elle mesure à peine la taille d'une pièce, et le fait qu'elle chante attire aussi ses prédateurs. On nous dit ici leur joli chant, c'est comme une clochette pour le repas de leurs prédateurs.
Mais ce qui nous intéresse ici, c'est est-ce qu'ils vont attirer les femelles et donc est-ce que la reproduction va être possible? On voit dans ce graphique qu'en période de reproduction, les grenouilles émettent des tchuks de fréquences différentes, 25 appels par minute en moyenne en forêt, contre 28 à 29, ouais, un petit peu plus de 28 en milieu urbain. Et si on passe ces chants à des femelles, eh bien, elles vont préférer les chants de fréquences plus importantes parce qu'elles s'y seront habituées. Il y a eu une adaptation à ce chant. Il y a donc bien une sélection sexuelle. On vous demande enfin de justifier le fait que cette sélection participe aux écarts de la loi. Eh bien oui, puisque les mâles qui sont sélectionnés par les femelles vont se reproduire de façon privilégiée et leurs allèles vont avoir une fréquence augmentée. Deuxième point, l'effectif de la population et la dérive génétique. Avec les drosophiles, ça avait déjà été vu dans la vidéo précédente. La fréquence de l'allèle varie, variation guidée par le hasard, c'est-à-dire la dérive génétique. Ces graphiques montrent bien l'évolution des allèles, si la population est grande ou petite. Ici, après 200 générations, il y a un allèle qui a disparu dans 2 populations et qui a été fixé chez l'une d'entre elles, hein, celle-ci. Donc disparition ici et là, et fixation. Il est le seul qui reste dans une autre population. Par contre ici, pour 1000 individus, les fréquences alléliques les variations de fréquences sont beaucoup moins importantes. Après 200 générations, l'allèle n'est disparu ou fixé dans aucune population et la fréquence allélique varie de 0,3 à 0,7 pour une fréquence initiale de 0,5 comme pour le précédent. En conclusion, plus une population est petite, plus la dérive génétique aura d'effets marqués. Si le gène était à l'équilibre, la fréquence de cet allèle-1 qu'on nous demande d'évoquer serait constante à 0,5, c'est-à-dire la valeur de départ. Il faudrait pour cela une population de taille infinie, ce qui existe peu. Maintenant, petit 3, l'impact des migrations. On vous demande de décrire l'impact des migrations sur la diversité génétique de la population de G à gorge blanche. Eh bien, on voit ici qu'entre 90 et 2005, il y a une intégration des allèles, mais je l'ai déjà commenté dans la vidéo précédente, donc je n'y reviens pas pour gagner du temps. Ce document-ci nous montre l'augmentation de la fréquence allélique et donc l'écart au modèle. On peut conclure par les notions 50 et 51. Je vais m'arrêter là pour faire le grand C dans la vidéo suivante.